C'est bon, c'est à go. Très bien, merci, Président. Bonsoir à tous. Monsieur Masson, j'espère que vous êtes prêt. Je vais vous accorder, puisqu'il est 18h21, je vais vous accorder 15 minutes. D'abord, merci de votre travail que j'ai lu avec plaisir, du premier au dernier mot. On aura l'occasion d'en débattre, mais vous et moi, on va en après que la parole. Donc, le sujet est utile. J'ai aimé le sujet, il est dans son temps. Il aborde un sujet important parce que les institutions de gouvernance du système financier s'intéressent à ce débat-là. Il y a des institutions qui sont impliquées dedans et vous l'avez bien mis en évidence. Je vais tout de suite vous céder la parole pour 15 minutes de présentation. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter mon PowerPoint. Bonjour, je suis Moïse Masson. Je vais vous présenter mon sujet, mon mémoire de sortie en Master 2 pour l'obtention du diplôme en monnaie, banque, finance et assurance. Le sujet s'intitule « Analyse des facteurs déterminants de l'adoption de la monnaie et ses implications sur l'inclusion en Haïti ». Alors, nous allons diviser cette présentation en 4 parties. Nous allons jeter un coup d'œil sur la problématique. Après, on va débattre sur la méthodologie. Après cela, on va discuter des résultats. Et puis, en fin de compte, nous allons faire une petite conclusion. Premièrement, qu'est-ce que la monnaie mobile? Monsieur Masson, ce serait approprié que vous mettez votre caméra, s'il vous plaît. Une petite seconde, parce que la mienne, une fois comme ça, c'est un laptop d'institution. On a paramétré ça. Mais je vais essayer d'afficher ma caméra sur notre appareil. Ça va. Ok. Excusez-moi. Okay. Maintenant, c'est... Il faut éliminer le micro dans l'autre appareil et baisser le volume totalement pour que vous n'ayez pas cet écho. D'accord. Et je vous fais remarquer que votre PowerPoint n'apparaît pas à l'écran. Le temps est décompté. Hein? D'accord, je vais essayer de résoudre le problème. Ok, donnez-moi une seconde. Ok. 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 Ça pas un problème si je... Allez-y. Allez-y, mais c'est un examen, une soutenance. Allez-y. D'accord. Là, il n'apparaît toujours pas. Mais allez-y, c'est que vous n'étiez pas prêt, M. Masson. Allez-y, c'est un examen néanmoins. Allez-y. Okay. Ne perdez pas votre temps. Il y a une soutenance après. D'accord. Je dois éliminer l'autre appareil qui affiche mon visage parce que ça fait de l'écho sur la laptop. Est-ce que ça ne sera pas un problème? Faites ça vite. Vous perdez du temps, M. Masson. D'accord. Merci. Voilà, je vais lancer le partage. Pardonnez-moi pour... C'est OK maintenant? Oui, vous n'êtes pas en mode diaporama, mais allez-y.
Ok, je vais lancer ça en mode diaporama. Ok, ça c'est. Ok, c'est mieux? Ok, Bon, allez-y, ça n'apparaît pas, mais allez-y. Allez-y. Ça apparaît maintenant. En fait, mon sujet de mémoire s'intitule Analyse des facteurs déterminants de l'adoption de la mobile monnaie et ses implications sur l'inclusion financière en Haïti. Nous allons débattre ce sujet en 4 parties. D'abord, nous allons débattre sur la problématique. Nous allons aussi débattre sur la méthodologie. Et après, on va parler un peu des résultats de cette recherche. Et puis, on va voir ce qu'on peut conclure. D'abord, qu'est-ce que la monnaie mobile? La monnaie mobile a beaucoup de définitions. Il y a une définition qui est tout à fait opérationnelle, qui prend en compte les équipements utilisés. Les équipements utilisés, selon Andrew Seppinger, qui ont défini la monnaie mobile comme une transaction monétaire effectuée entre deux parties via un dispositif mobile capable de traiter des opérations financières de manière sécurisée sur un réseau sans fil. Ça, c'est une définition opérationnelle parce que ça prend en compte ça prend en compte la fabrication et les instruments utilisés dans la monnaie mobile. C'est cette définition que nous allons utiliser parce qu'elle définit en quelque sorte l'histoire même de l'émergence de la monnaie mobile en Haïti. La monnaie mobile, elle est devenue un outil très crucial pour l'inclusion financière. Pourquoi? Parce que selon les études, surtout les études en Afrique, on a pu découvrir qu'il y avait un certain lien entre le développement de la monnaie mobile dans un pays et l'inclusion financière des non-bancarisés, de ceux qui n'ont pas de compte en banque. En analysant la situation en Haïti, on observe qu'il y a 27,5% d'adultes de plus de 15 ans qui possèdent un compte bancaire, c'est-à-dire que le reste, ce sont des personnes non bancarisées. Et 67% possèdent un téléphone mobile. Et 33% de ceux qui possèdent un téléphone, de ces possesseurs de téléphone, pas de possesseurs de téléphone, mais 33% de ces téléphones sont des smartphones, selon une étude de la Banque mondiale de 2018. Alors, ça, avec le développement du modèle d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile, c'est-à-dire la venue de la Digicel, la création de la NATCOM, et aussi après le tremblement de terre du 12 janvier, le gouvernement et les ONG ont voulu intervenir le plus rapidement possible auprès des plus vulnérables. Ils ont remarqué, et les exemples qui ont été développés au Kenya avec le modèle M-Pesa, ils ont dit, bon, nous allons développer le même modèle en Haïti. C'est pour cela, ainsi que des ONG, ainsi que le gouvernement, ils ont encouragé le développement des services financiers numériques à travers Tchotcho Mobile, à l'époque de la Digicel, c'était en 2010. Et puis, jusqu'à présent, actuellement, nous avons un micro-écosystème de services financiers numériques qui contient Moncash avec la compagnie Digicel, Natcash avec la compagnie Natcom, Haïti Pay avec, qui est une compagnie tout à fait nouvelle, Mago qui est pas une compagnie, mais qui est un service un produit de la Sogebank, et puis il y a CashPow qui est un service de Kiskia Technology Group SA. Ceci pour vous dire le contexte dans lequel le sujet a été développé. Et puis, actuellement, il faut dire que grâce au développement des modèles d'affaires comme la compagnie Digicel avec Natcash et la compagnie Natcom, la compagnie Digicel avec Moncash et la compagnie Natcom avec Natcash, nous sommes arrivés
selon la Banque mondiale, une étude de la Banque mondiale en 2018, nous sommes arrivés à 14,1% d'utilisateurs de comptes mobiles en Haïti. Quels sont les objectifs de cette étude? L'objectif de cette étude était d'identifier et comprendre l'impact des variables socio-économiques qui sont essentielles pour développer, parce que la compréhension de ces variables, de ces facteurs sont essentiels pour développer des stratégies efficaces visant à promouvoir l'inclusion financière à travers cette technologie. Mais il y a aussi, à travers cet objectif, la volonté de voir si les utilisateurs de monnaie mobile en Haïti ne sont pas aussi influencés par la perception de l'utilité et des services financiers numériques comme Moncash et Natcash. Au cours de cette étude, nous allons développer deux hypothèses. Premièrement, l'hypothèse, on se dit qu'au moins un des facteurs socio-économiques des répondants influence l'adoption de la monnaie mobile. Comme deuxième hypothèse, on se dit que bon, la perception de l'utilité des services de la monnaie mobile influence aussi son adoption. Ces deux hypothèses, au cours de l'étude, sont divisées en deux grands groupes où il y a les différents facteurs socio-économiques des répondants de côté et les différentes perceptions de l'utilité des services de l'autre côté. Autour de cette étude aussi, on a développé un cadre conceptuel où on a utilisé le modèle TAM, où on se dit que bon, à travers ce modèle, on va essayer non pas de faire comme l'a fait Shahid dans son étude, mais au lieu de passer à travers l'intention d'utilisation, on va prendre comme variable dépendante la possession de compte. On va prendre la possession de compte comme variable dépendante et les autres variables indépendantes sont les facteurs explicatifs, les facteurs socio-économiques des répondants, les caractéristiques socio-économiques des répondants et leur perception par rapport à l'utilisation des services numériques qu'ils utilisent à travers Moncash ou bien Natcash. Comme méthodologie, compte tenu de l'insécurité qui règne dans le pays, on a voulu faire une méthodologie de type quantitative à travers une collecte de données en ligne et après on s'est rendu compte qu'il y aurait une exclusion si on continue avec des enquêtes en ligne parce que ça va mettre de côté ceux qui ne sont pas connectés, ceux qui n'ont pas de smartphone. Et après, on a développé une enquête sur le terrain et pour compléter l'enquête en ligne. Et on a passé un questionnaire de 25 questions à 313 répondants. Ensuite, après la collecte de données, on a traité les données sur Excel et après, on a utilisé 3 méthodes d'analyse. Allez à l'essentiel, M. Masson. M. Masson, allez à l'essentiel. Il vous reste 2 à 3 minutes pour tout dire. OK. À travers ces méthodologies, on a remarqué que les résultats ont montré qu'à travers la régression logistique, que la possession de smartphones augmente la probabilité d'adoption de la monnaie mobile. C'est-à-dire qu'on voit à travers les résultats que quelqu'un qui utilise un smartphone, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise l'application mobile, ont 12 fois plus de chances d'utiliser Moncash ou Natcash.
Et ceux aussi qui veulent, comme dit, ils veulent gagner du temps, eux aussi, ils ont montré que le gain de temps perçu, c'est-à-dire qui fait partie de la perception de l'utilité des services, le gain de temps, ceux qui veulent gagner du temps ont 3 fois plus de chances d'utiliser mon cash ou notre cash. Et en dernier lieu, on a le tranche de revenus mensuel qui influence aussi la probabilité d'adopter la monnaie mobile. En développant des stratégies adaptées, on voit que ces études-là, cette étude menée auprès des 313 répondants n'est pas aussi différente des autres études menées en Afrique, parce qu'on voit qu'il y a toujours l'apparition de la perception de l'utilité des services comme variable significative, et aussi il y a le tranche de revenus qui est l'une des variables les plus citées dans les études menées auprès des pays d'Afrique et même en Asie. Alors, à travers cette étude, on a pu comprendre qu'il y a beaucoup à faire en Haïti, que le manque d'éducation et d'éducation numérique influence est une barrière à l'utilisation des services financiers numériques. Et aussi, il y a la complexité des fois des services financiers numériques à travers la téléphonie, à travers mon cash et notre cash qui force certaines personnes à utiliser des transactions, à faire des transactions en espèces. Alors, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en termes d'infrastructures technologiques et en termes de législation aussi, car récemment, la BRH vient de reconnaître officiellement les produits comme mon cash et notre cash dans le système bancaire, ce qui fait que, comme conséquence, ça pourrait créer une concurrence entre les banques traditionnelles et les compagnies fintech comme Digicel et Natcom, parce que dans une économie où il y a peu d'épargnants et il y a d'autres compagnies qui viennent et qui font aussi des dépôts, ça va avoir une grande pression sur l'épargne, surtout l'épargne auprès des banques traditionnelles. Alors, je vous remercie j'espère que je suis dans les limites. Très bien. Vous avez dépassé un tout petit peu, mais j'étais conciliant, j'ai des raisons pour cela. Je vous remercie, Monsieur Masson, le langage fut clair, et merci de faire ça. Je cède la parole tout de suite au professeur Selimane, qui agit à titre de rapporteur sur ce jury. Merci, Monsieur le Président. Merci à Alain Pétron, qui a fait un exposé assez clair. Merci aussi à son travail dans le fond qui me paraît très intéressant, très approfondi. Mais par contre, on va y revenir. Par contre, sur la forme, vraiment, ça ne me plaît pas du tout parce qu'il a pris quelques distances par rapport aux règles exigées par l'INUS dans la présentation des tableaux, des mémoires, parce que c'est bien évident que l'établissement ne peut pas laisser chaque étudiant présenter son mémoire à sa guise. Sinon, on aurait une multiplicité de formes de présentation des mémoires. Il y a une règle dans les présentations qu'on a choisies à l'INUS et tous les étudiants doivent s'y plier, doivent s'y tenir. Alors, je lui demanderai de revoir la forme, de mettre à côté de lui le canevas de présentation exigé par l'INUS et de prendre son mémoire et de rester collé à ce qu'on lui demande de faire comme présentation. La présentation, il y a des numéros partout.
au début et à la fin de chaque chose. Tout est numéroté. Il met une bibliographie après les annexes, après la table des matières, pardon. Il respecte bien les choses, hein. En tout cas dans le volume que j'ai, il respecte bien la forme bibliographique. Après la conclusion, il fait bien la bibliographie. Après la bibliographie, il fait bien les annexes. Après les annexes, il fait bien la table des matières, dans l'ordre. Mais après la table des matières, il y a encore de la bibliographie. Donc, je ne sais pas, dans le volume que j'ai, c'est ça. Mais est-ce que c'est une erreur? Bon, mais il faut qu'il revoie cette histoire de forme. Toujours dans la forme, il faut qu'il se relise, parce qu'il y a quelques coquilles, assez régulièrement. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il a contre, ce que l'Impétrant a contre le mot littérature. Eh bien, au lieu de littérature, on lit en permanence littératie. Il a littératie écrit, je crois que c'était une faute comme ça, à la page 11. Ben non, c'est pas une fois, il est à la page 11, littératie écrit plusieurs fois, quoi. Quand on continue à la page 69, plusieurs fois, littératie, et non pas littérature, à la page 70, en permanence, etc. Donc, il faut qu'il relise et qu'il littérature, et non pas littératie. Tout ça, c'est de la forme. Hein? Et donc, il respecte pourtant, en termes de présentation sur la forme, bon, les tableaux, les camemberts, les choses sont relativement bien présentées. On a bien un travail fait par quelqu'un qui sait présenter un travail, sauf qu'il ne sait pas, il n'a pas eu le temps de se relire. Moi, je pense que c'est un travail qui n'a pas été mené dans la régularité. C'est un travail, s'il avait commencé en octobre, tranquillement, et envoyé son travail en août, il aurait très bien fait un excellent travail, quoi. Et je pense que ça fait partie des étudiants qui ont laissé passer le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, et puis au juin, ils se disent, il faudrait peut-être que je me bouge. Bon, je ne suis pas sûr de ça, je ne suis pas directeur de mémoire. Mais ça ressemble à ces étudiants qui font pratique comme ça. C'est dommage, parce que plus on est pris par le temps, au dernier moment, moins on a le temps, justement, de rendre un travail moyen bon, de rendre un bon travail très bon, et de rendre un travail très bon excellent, puisqu'on n'a pas le temps. Alors donc, c'est un peu ce problème de forme et de pratique. Alors, on ne va pas rester longtemps sur la forme. Bon, quelque chose qui peut ressembler à du fond pour faire la transition. J'aurais choisi un autre titre qui me semble très long, ce titre-là. Le titre choisi est très long. J'aurais choisi le titre très, très bref, les déterminants de la mobile monnaie et l'inclusion financière en Haïti. Point. Les déterminants de la mobile monnaie et l'inclusion financière en Haïti. Et une introduction sert à délimiter le champ, on saura sur quoi il travaille, et annoncer le plan. Là, on déclare, c'est ça le rôle de l'introduction. Alors maintenant, mais je veux rassurer les membres du jury ainsi que les patrons que sur la forme, nous sommes exigeants, et donc je l'interprète comme ça, et je le dis comme ça vient, mais ça ne enlève rien, et là je passe au fond, ça n'enlève rien au travail de qualité de fond, parce que l'étudiant semble avoir une maîtrise de certaines techniques économiques. On voit que c'est un économiste quoi, qui connaît les réflexes, qui a les réflexes. Il a une bonne littérature, une bonne revue de littérature, qui peut gêner
puisqu'il parle d'innovation, parce que c'est de l'innovation, on parle là d'innovation. Hein. Quand on parle de mobile monnaie, on parle d'innovation. Je suis quand même un peu frustré quand on parle d'innovation dans le domaine monétaire et financier, on ne voit pas dans sa revue de littérature Minsky. Minsky qui est le père de toutes les innovations et qui montre comment le lien, montre le lien entre les innovations bancaires et les conséquences sur le crédit et les conséquences sur le marché financier et les conséquences sur la croissance. En fait, c'est un petit peu ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quoi? Permettre à une population dans un pays en voie de développement, permettre à une population débancarisée, puisqu'on a bien vu que le taux de bancarisation est suivant le calcul Banque mondiale ou autre calcul, on est autour de 11%, et si on prend le tranche d'âge, comme il a dit lui-même, on est autour de 27,5%. Donc, comment une population débancarisée peut être intégrée, peut rentrer dans le secteur bancaire afin que cette intégration dans le secteur bancaire permette un développement du marché financier et donc du développement économique. Quand on traite de ça, à travers l'innovation, Minsky est incontournable. Minsky est incontournable et Minsky explique bien tout cela, notamment par la suite, puisqu'il est mort en 1996, mais jusqu'en 92, 94, il écrivait sur ces innovations-là. Il est le père non seulement de ça, mais jusqu'à la fin, il a écrit sur ça. Et Minsky, c'est le père de tout ce que tu as cité dans ta revue de littérature. C'est ça qui est embêtant, c'est ça qui m'a un peu frustré. Mais enfin, ça, c'est pas l'essentiel. Alors, moi, je dis sur le fond, j'aime bien ce qu'il a fait, les tests et les choix de variables pour faire donner son analyse. Donc, je trouve que dans son exposé oral, il n'a pas suffisamment insisté sur son apport, sur ses résultats, donc, je veux dire. Je trouve qu'il a bâclé ses résultats, alors qu'il a des résultats très bien, quoi, de bons travaux, il a fait de bonnes choses, mais qu'il ne renvoie pas au public. Parce que le mémoire, c'est aussi une prestation orale et publique. Ce n'est pas une copie que l'on remplit et on donne à la prof à corriger, comme les copies d'examen. Le mémoire, c'est autre chose. C'est une copie écrite, mais aussi un exercice oral. Et donc, on doit avoir une capacité à convaincre l'auditoire. Et là, je crois qu'il n'a pas été excellent sur ça. Il n'a pas été très bon sur ça. Peut-être qu'il s'est attardé trop sur les deux premières parties problématiques, objectifs de ça. Donc là, je crois qu'il faut qu'il récupère mieux son temps. Et puis, je voulais lui faire une remarque sur quand il dit que le problème de l'Internet est à l'origine du blocage du développement de la mobile monnaie. Les opérateurs ont réglé ça avec des QR codes, avec des points de cache. Des points de cache. Les opérateurs mettent des points de cache, par exemple, un endroit très reculé à Anse-des-Eaux. Bon, ça montre que je connais un petit peu la géographie haïtienne quand je parle de Anse-des-Eaux. Beaucoup d'Haïtiens ne doivent pas connaître Anse-des-Eaux. Admettons qu'il y a pas d'Internet à Anse-des-Eaux, par exemple, on met un point de vente, les opérateurs ont réglé ça en Afrique. Ils ont réglé ça en Afrique. Ils mettent le point de vente et ça peut être dans une boutique, ça peut être dans un supermarché. Et le point de vente fait du cash in, cash out. C'est-à-dire, cet opérateur vous donne l'argent et vous déposez de l'argent, si bien que l'Internet ne vous bloque pas. Et il y a aussi la notion de QR code. Avec les deux téléphones, vous rapprochez. Donc, je veux dire que l'Internet n'est pas un problème, bien sûr. Si on a l'Internet sur tout le territoire, ça facilite tout, c'est évident. Mais je veux dire que s'il n'y en a pas, les opérateurs ne sont pas bloqués. En Afrique, je vous dis, en Afrique, le problème est réglé en Afrique. Et l'Afrique, les pays africains sont beaucoup plus vastes que les pays, que Haïti. Bon. Donc, ils ont réglé ça. Alors,
Donc, je voulais juste lui dire que de ne pas se focaliser sur Internet, de regarder chez les opérateurs, il verra qu'il y a d'autres méthodes. Et une question qui va entraîner sans doute le débat, Monsieur le Président, je finis là. Le pétrole dit que si on réussit à intégrer, puisque le problème, c'est le taux de bancalisation qui est trop faible. Il faut que les gens soient bancalisés. Et il dit, jusque-là, on est d'accord. Et il dit que si les gens sont bancalisés, ils peuvent plus facilement avoir accès au crédit. Jusque-là, on est d'accord aussi. Hein, si les gens sont bancalisés, si on n'est pas bancalisé, on n'a pas accès au crédit. C'est une évidence. Donc, jusque-là, il a raison. Et ma question est la suivante. Pourquoi les gens, une question de temps, pourquoi les gens ne sont pas bancalisés? Est-ce que si on réussit à bancaliser les gens, est-ce que les banques vont leur accorder le crédit aussi systématiquement et le laisse entendre notre document? Je ne sais pas si pourquoi ils ne sont pas bancalisés? C'est parce qu'on n'arrive pas à les repérer. Pour qu'on vous donne le crédit, il faut qu'il y ait des garanties. On ne vous donne pas de crédit pour vos beaux yeux. Hein, on vous donne des crédits parce que vous êtes capable de rembourser, c'est tout. Et rembourser, bien entendu, avec une contrepartie qui est le taux d'intérêt. Bon, mais si on ne vous le donne pas, même si vous êtes bancalisé, on ne vous le donne pas, c'est parce qu'on ne peut pas facilement régler le problème. Donc, comment ils voient la possibilité, de se bancaliser et ensuite d'avoir accès au crédit via la banque qui nous a bancalisé? C'est ma seule question et après on verra pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Selimane. Je poursuis le premier tour en cédant la parole à Dr Providence qui a encadré le travail. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, merci au rapporteur pour ses remarques. Hein, effectivement, il a vu juste. C'est un étudiant qui s'est permis un certain nombre de libertés. Il a pris un certain nombre de libertés. Hein, et le dernier document que j'ai moi-même corrigé, moi j'ai vu quand il a fait le dépôt, et c'est ça aussi, comme le président disait au début, c'est un examen. C'est un examen. Quelqu'un peut dire, bon, moi, je vais... telle note me suffit. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher plus de notes, etc. Par exemple, lui, il n'a même pas présenté un diapo, alors que dans notre grille d'évaluation, un étudiant qui fait une bonne présentation, et il y a lieu d'avoir quelques points, de grappiller quelques points. Bon, alors, mais je dois reconnaître c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui, déjà comme étudiant, puisque il a prouvé qu'il avait la capacité effectivement de questionner un phénomène assez spécial et important en Haïti, pour Haïti. Je pense que la seule chose qu'il faut, moi j'ai eu un petit, c'est un petit problème, mais il doit lui-même se rendre compte parce qu'il ne faut pas se mettre du côté des banques qui se comportent comme des prédateurs, on va dire, d'une certaine manière, en Haïti, ou qui participent à peine à vraiment au financement des activités et d'une bonne partie de la population. Donc, je pense que c'est le seul point où, selon moi, il doit faire attention parce que du côté des clients, il faut respecter les droits des uns et des autres. Donc, la solution digitale, je trouve que ça peut aider à vraiment respecter les droits des uns, surtout ceux qui se retrouvent
dans des endroits reculés. Parce que être bancarisé, être capable de faire, d'effectuer des transactions et autres, c'est un droit en réalité. C'est un droit économique et de la personne. Et quand on ne respecte pas ce droit-là, malheureusement, on a cette réalité qu'on connaît en Haïti. Une bonne partie de la population qui, malgré des idées même novatrices, des fois n'arrivent pas à vraiment créer de la richesse. Parce que ça, c'est fait pour... Donc voilà, donc, mais je le félicite pour sa réflexion, sa capacité aussi à analyser ce phénomène. Et je pense qu'il a bien pris note, il a bien compris, parce que c'est comme quand il m'a envoyé son travail, j'ai rappelé, et le rapporteur, il sans doute, certainement, que j'ai insisté sur les règles, notamment la page de couverture, et dans ce qu'il m'avait envoyé, il n'y avait pas de numéro, en veux-tu, en voilà, partout. Je n'ai jamais vu ça, moi personnellement, un numéro avant l'introduction, un numéro avant chaque chapitre. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et donc, comme c'est un examen, je pense qu'il aura et vraiment le résultat selon ce que les libertés qui s'étaient données. Mais je reconnais que effectivement sur le fond, donc ce sont des éléments de mise en forme, il va pouvoir corriger tout ça, mais c'est un travail vraiment de qualité qui devrait aider à vraiment comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe en Haïti et notamment les gens qui sont pratiquement exclus du système. Et aujourd'hui, je pense que son travail peut même aider les banques à vraiment repenser leurs propres produits, les produits opposés, parce que rien n'empêche aux banques d'utiliser le digital, rien ne l'empêche aussi. Donc, je pense que sur le plan de la concurrence, qui est un élément important pour nous économistes, je pense que son travail donne à entrevoir, en tout cas, de nouveaux rapports sur le marché haïtien. Voilà ce que je voulais dire. Et encore félicitations à Moïse, même s'il il ne respectait pas toujours les règles. Moïse. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Docteur Providence. Monsieur Masson, je vais vous donner la parole, mais avant, je fais mon tour à moi. Je dois avouer, j'ai commencé à le dire de façon feutrée pour ne pas influencer les autres membres, je dois avouer que j'ai pris du plaisir à lire le texte. Et le professeur Sélimène l'a dit, vous êtes timoré, vous avez mis une contribution évidente, il faut le revendiquer fortement. Je n'ai pas vu passer le travail de cette façon-là et vous avez des résultats probants qui sont sur la table. J'ai quelques critiques que je vais partager avec vous. Avant de vous céder la parole, j'espère que vous prenez note. Je vais essayer d'être bref, même si je vais faire un peu d'économétrie avec vous. On va rentrer dans 2-3 éléments et puis après, vous verrez ce que vous en faites ou pas. D'abord, j'aurais aimé que le chapitre 3 ne fût pas écrit. Pourquoi ? Parce que quand on commence le texte avec une qualité plus grande, on arrive au chapitre 4, la qualité rédactionnelle baisse. Je regrette d'ailleurs de ne pas voir votre image parce que je parle à un bon économiste dont je ne connais pas le visage. Et donc, la qualité rédactionnelle baisse. Et une fois qu'on a dit ceci, on se dit, mais pourquoi rentrer dans les stratégies de marketing des compagnies alors que ceci aurait pu constituer un mémoire en soi? On n'a qu'à convoquer la théorie des jeux pour faire de ce chapitre 3 un autre mémoire qui n'est pas fait. Donc, vous pouvez en faire un papier. Et je peux vous dire que votre base de données de 418 observations, on peut en faire quelque chose. D'ailleurs, je demande à l'encadreur de noter que j'ai dit ceci. On peut imaginer un autre papier académique pour publier dans des revues à comité de lecture, et ceci en anglais. Donc, mettez ceci dans un coin de votre tête, on pourrait en reparler ailleurs, pas ici, ailleurs. La première chose que je voulais vous dire, je regrette que le chapitre 4 ne commence pas par une mise en évidence de l'échantillon. Et je trouve que le mot population tel qu'utilisé au chapitre 4
entraîne une confusion pour le lecteur. Il faudrait aménager un espace pour, voyez-vous, opérationnaliser les concepts d'une façon plus appropriée, j'ai envie de dire. Si j'en viens au tableau 5, je ne sais plus quelle page, mais peu importe, le statut matrimonial, vous rejetez l'annul, vous acceptez l'annul d'absence d'association, alors que vous auriez pu l'accepter au seuil de 10%. Et plus loin dans le texte, vous dites que vous l'acceptez. Or, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit votre tableau, vous voyez les divorcés et les veufs, ils sont sous-représentés. S'ils sont sous-représentés, ceci conduit à une forme d'illustration de cette nature-là. Et par conséquent, 10% est un bon seuil. 1, 5, 10%, ce sont des seuils qui ont des contributions qu'on ne peut pas éliminer. Et là-dessus, je voulais attirer votre attention sur ça. Et bien sûr, dans cette même section, vous parlez de la variable d'intérêt sans la nommer, alors même qu'il est la variable qui vous importe, c'est-à-dire posséder un compte mobile. Je trouve, dans ce chapitre 4, quand vous titrez vos tableaux, il y a un problème. Vous dites tableau de contingence, alors ce que vous auriez dû dire distribution de l'échantillon selon le statut matrimonial et selon l'autre variable que vous avez, l'adoption du compte mobile. Je regrette dans la stratégie d'identification de vos variables, vous soyez trop accolé à la littérature, vous avez oublié en tant que bon économiste que l'économie haïtienne a ses caractéristiques propres et par conséquent, toute stratégie d'identification doit être nécessairement contextualisée. Contextualisée au sens où il y a des choses ailleurs quand on les fait, et je vois ça dans tous les mémoires, hein, même dans les thèses de doctorat où je siège, je vois des stratégies d'identification qui ne sont pas à mon goût contextualisées. Le religieux. Vous voyez bien, les concubins, les mariés sont plus représentés et si on voit le tableau que vous avez présenté, en revanche, les célibataires aussi, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement jeunes avec un niveau d'éducation, c'est ce que dit le texte d'une certaine façon, sans le dire. Et je regrette qu'il n'y a pas de matrice de corrélation parce que on aurait pu voir, au lieu de laisser SPSS faire le travail d'arbre de régression, de partir d'une matrice et choisir vous-même, faire un meilleur travail que le logiciel. Et ma première question arrive, elle est celle-ci. Quand on a à gauche disposé un compte ou pas, très bien, magnifique, variable limitée. Mais à droite, l'utilisation de l'application mobile. Mais c'est encore avoir un compte de mobile money. En conséquence de quoi, on a l'impression, et je vous demande de réagir sur ça, la variable qui est à gauche se retrouve aussi à droite. Ça vous amène à un raisonnement circulaire. En conséquence de quoi, le ratio du compte, il n'est pas 12, il est 12 000, etc. Si vous regardez, c'est 12 000, etc. Et vous avez abouti à deux variables qui conduisent à ce que les gens adoptent la monnaie mobile, mais vous vous rendez compte que vous avez un résultat important que vous n'avez pas valorisé. Vous êtes timoré dans cela. Si les gens se passent à la tranche de revenus supérieure, il y a un coefficient de 0,591, je parle de mémoire. Ce est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, plus les revenus sont élevés, eh ben, moins les gens ont tendance à adopter la monnaie mobile. Donc, il y a quelque part un effet de seuil qu'il faut. Et dans les stratégies, c'est là que la notion de stratégie de marketing pour les compagnies devient importante. Parce que, en effet, si tant est que l'éducation entraîne que les revenus augmentent, même s'il y a un débat à faire ici sur cette théorie du capital humain, voyez-vous, donc en combinant, vous dites que c'est les gens plus éduqués, mais il y a un effet de seuil aussi, puisque vos résultats mettent en évidence que, parce que la bonne interprétation aussi n'a pas été donnée. Voyez-vous, supposons que je souhaite exprimer ceci en pourcentage. Je prends 0,591 multiplié par 100 moins 100. Ça veut dire, je trouve,
40,9%. Ça veut dire quoi? Passer à la tranche de revenus supérieurs réduit de 40,9% la probabilité d'adopter. C'est un résultat important qui ne peut pas ne pas. Ça veut dire que les compagnies qui font cette monnaie mobile doivent se préoccuper de ça dans leur stratégie marketing. Évidemment, vous n'allez pas le leur dire d'une façon. Le professeur Sylvestre disait hier, il ne fallait pas recommander. C'est une position assez juste d'ailleurs, puisqu'ils ne vous ont pas payé pour ça. Ça, c'est. Je voulais vous entendre sur la variable que j'ai mentionnée tantôt sur l'application mobile, mais vous avez senti mon commentaire sur la tranche de revenus. Je voulais vous dire aussi, par ailleurs, le 12 000, je voulais vous entendre interpréter ça aussi. Ce que je n'ai pas trouvé dans vos résultats, ce n'est pas sur votre base de données, c'est le revenu. N'a pas connu encore la sécularisation. C'est-à-dire, les gens sont dans une stratégie où les dénominations créent des liens entre les gens. Et le religieux s'invite. Je l'ai trouvé sur... Quand on modélise par vraisemblance maximale, on a la possibilité d'entrer au cœur de la sociologie, du fonctionnement communautaire. Et la thèse de M. Desronettes a récemment suggéré que ce n'est pas une société d'accumulation, mais c'est une société d'équilibre. Eh bien, vous avez approché ça, mais vous n'avez pas la variable, malheureusement. Et je voulais vous entendre dire sur ça. Et enfin, je voulais signaler à votre attention que vous avez la variance du phénomène est trouvée avec suffisamment d'ampleur, 82% ou 58%, dépendant du ratio que vous avez. Ça veut dire que vous avez approché comme il fallait le phénomène. Maintenant, reste pour vous à nous dire, c'est ma troisième question, comment vous voyez l'articulation revenu et éducation? Parce qu'à l'évidence, il y a un effet de seuil. À l'évidence. Parce que si le revenu fait baisser la probabilité d'adoption, il y a nécessairement un effet de seuil, au moins sur le niveau d'éducation. Mais vous n'avez pas raisonné sur ça. Et au deuxième tour, je vous dirai autre chose, mais je vais vous laisser parler, mais j'attire votre attention sur 2-3 éléments supplémentaires. Le fait que vous mettez comme limite le fait que ça soit concentré dans l'Ouest, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi? En 2018, je faisais une conférence et toutes les données devant moi disaient « Ah oui, 68% de la population urbaine d'Haïti se trouve dans la zone métropolitaine qui est ceinturée de 6 villes. » Et quelqu'un disait « Ah, on a un nouveau chiffre. Ça passe à peu près 80%. » Voyez-vous? Et c'était vrai, le chiffre passe à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être dans l'Ouest, on capte tout le monde, puisque tout le monde vient chercher là, c'est là qu'on centralise tout. Maintenant, là où vous avez une limite, c'est avec la crise qui fait bouger la population à l'intérieur du pays, vers le sud, vers le nord, eh bien, il y a un autre phénomène qui n'est pas capté. C'est comment est-ce que les gens qui restent en prenant plus de risques sont connectés avec d'autres par des transferts mobiles. Et c'est là que vous auriez une limite. Que vous n'avez pas fait remarquer. Je tire aussi, la perception des utilisateurs est une autre chose. D'abord, je voulais vous faire remarquer, c'est une bonne chose d'ailleurs que d'avoir dans votre échantillon des gens qui disent oui et des gens qui disent non, parce que ceux qui disent oui, ce n'est pas une partie aléatoire de la population. Et c'est normal que dans la population, vous avez à la fois oui et non. Donc, la perception est une autre étude à mener. Et si vous aviez le temps, vous auriez pu avoir ça pour compléter. Mais ce n'est pas une limite à ce que vous avez fait en soi parce que vous avez adopté la démarche quantitative. Ce que vous m'avez dit, que vous ne m'avez pas dit et que j'aurais aimé voir, c'est que le phénomène ne s'observe que quand l'événement a lieu, c'est-à-dire le oui. Donc, vous êtes dans une démarche par variable latente. Et un économiste comme vous aurait dû être plus élégant dans ce texte-là. Voyez-vous ce que je suis en train de dire. Et enfin, dans la limite, vous présentez une limite 3, vous dites le modèle ne présente pas les liens de causalité. Eh bien, justement, c'est l'outil économétrique. Parce que la chose que je viens de dire, en mettant à droite une variable qui semble être celui à gauche aussi, vous avez agrégé des biais. Et à l'évidence, vous avez des problèmes d'endogénéité à droite.
Donc, c'est ça qu'il fallait corriger pour avoir des coefficients qui sont à la fois non biaisés et qui soient convergents par ailleurs. Et je regrette, je l'ai déjà dit d'ailleurs, que la procédure SPSS qui sur classe, qui permet de surdimensionner là où la classe est sous-dimensionnée, je crois que ça a introduit un biais peu perceptible. J'aurais mieux aimé que cette démarche n'eût pas lieu, parce qu'il nous induit dans une erreur probable et insoupçonnée. Et l'arbre de régression, par ailleurs, je trouve qu'il met de côté des choses dont vous réclamez par après l'âge, le sexe, etc., qui auraient pu jouer un rôle, parce que en fait, la thèse que vous défendez, c'est de dire ces variables sociodémographiques jouent nécessairement, et vous les avez empêchés de jouer ce rôle-là. Donc, vous avez une contribution évidente, et je voudrais vous en féliciter. Il faut réclamer cette... je vous cède la parole, Monsieur Masson. Pardon d'avoir été long. Vous savez que les gens comme moi, quand ils tombent sur des travaux comme ça, que nous considérons comme de l'or en barre, nous en parlons un tout petit peu pour aider à faire avancer la réflexion. C'est à vous la parole, Monsieur Masson. Je vous donne 5 minutes pour... vous avez pris note, mais prenez 5 minutes pour adresser les questions qui vous ont été posées. C'est à vous maintenant. Bonjour, excuse-moi de dire bonsoir, excuse-moi de vous poser cette question, docteur. Pouvez-vous reprendre les questions tout à l'heure parce qu'il y avait une coupure de courant et je ne voulais pas vous interrompre dans votre poursuite parce que c'était vraiment intéressant. Pouvez-vous résumer les questions que vous m'avez posées, s'il vous plaît? OK, je vais résumer pour vous. J'espère que l'enregistrement fut complète chez Dr Providence et qu'il partagera avec vous. La première question que je vous ai posée, c'est quand on prend la première variable à droite, c'est-à-dire utiliser l'application mobile. Cette variable-là, c'est disposer d'un compte mobile. Or, à gauche, j'ai disposé d'un compte mobile. Oui. Allô? Le président, on dirait qu'il a un souci technique. Voilà. On attend encore, mais on dirait qu'il va être déconnecté. Il va se rendre compte. C'est ça. Ou non. Donc, j'ai à droite et à gauche la même variable. Ce qui change, c'est est-ce qu'on utilise une application, mais ça ne change pas la nature de la variable. En conséquence, les conditions météo sont en train de se dégrader. J'espère que vous m'avez entendu sur la question du revenu. Il y a un effet de seuil sur lequel j'ai attiré votre attention. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ça. Et enfin, sur les limites, je sais que vous étiez de retour au moment des limites. Je vous ai fait quelques considérations sur les limites. Et l'articulation revenu et éducation, j'aurais aimé comment vous raisonnez sur ça. Et voilà, vous pouvez simplement réagir sur ça rapidement pour terminer le premier tour. Merci beaucoup, docteur. Vous avez fait de bonnes remarques et vous avez posé de très bonnes questions. Et ça met en évidence mes soucis, les soucis que j'avais lorsque j'étais en train de rédiger ce mémoire. Concernant votre première question, vous avez dit est-ce qu'utiliser application mobile n'est pas équivalent à disposer de compte mobile? Alors, tout au long de l'enquête et aussi l'analyse descriptive de l'enquête a prouvé aussi que les utilisateurs de l'application mobile ne veut pas dire les utilisateurs de l'application mobile ne veut pas dire qu'ils utilisent le compte mobile. Ils disposent de compte mobile, mais ils n'utilisent pas le compte mobile. Alors, il y a un problème de compte actif et de compte inactif. Ça veut dire que posséder un compte mobile
oui, mais les autres actions qui en découlent font que les facteurs parce qu'il y a certains qui ont des applications, ils installent les applications, mais c'est juste qu'ils les installent, ils ne les utilisent pas. Ça veut dire disposer de compte mobile et possession de compte mobile en termes actifs, mais pas en termes inactifs. C'est là que ça peut jouer la différence. Mais ça se peut aussi qu'il y ait ce problème entre l'utilisateur d'applications et ceux qui sont détenteurs de compte mobile. Je pense que vous avez totalement raison à ce point parce qu'au départ, j'avais fait cette réflexion selon Chaix et Toré qui ont fait leurs études, qui ont réalisé une étude comme ça en 2015. Ils ont fait la différence entre ceux qui possèdent un compte mobile et ceux qui utilisent un compte mobile, c'est-à-dire la différence entre un compte mobile actif et un compte mobile passif. C'est en ce sens que je me suis permis d'utiliser la variable utilisation d'applications mobiles comme variable explicative. Ça, c'est pour la première question. Vous m'avez demandé pour la deuxième question s'il n'y a pas un effet de seuil du revenu. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vérifier en profondeur. Et peut-être que si j'avais plus de temps, je pense que j'aurais pas plus de temps, mais si j'avais, si j'avais beaucoup plus de réchantillons, de répondants, je pense que ce serait très, très, très intéressant de vérifier s'il n'y a pas un effet de seuil du revenu là-dessus. Et quant aux limites, les limites, ça c'est à la base des limites que j'ai élaborées, il y a la nature des variables. Tous les 25 variables sont des variables catégorielles. Ce qui veut dire que les différentes méthodes utilisées, que ce soit la régression logistique, pas la régression logistique, mais l'analyse bivariée et les autres techniques utilisées, j'ai fini par choisir les arbres de régression parce que ça permet de décrire un schéma. Ça permet de décrire un schéma représentatif du phénomène au sein du... OK. Monsieur Masson, essayez en 30 secondes de boucler votre réponse. Le rapporteur a posé une question aussi, essayez de l'adresser parce qu'il nous reste 2 minutes pour boucler la soutenance et j'aurais aimé faire un deuxième tour en donnant 1 minute à chaque personne. Donc, essayez d'être vraiment précis sur 30 secondes pour boucler. Alors oui, je vous l'ai dit, je parlais des limites. Les limites, à la base, à cause de la nature des variables, j'ai dû, faire un choix d'une méthode qui n'allait pas, qui allait, selon moi, me faciliter l'analyse. OK. Je ne suis pas dérangé par l'économétrie des variables qualitatives permet ça. Allons-y vers la question du rapporteur, le professeur Sélimane. Il a posé une question centrale. Pouvez-vous adresser cette question? Merci, Dr. Fred, Dr. Sélimane, pour votre question. Je vais répéter la question. Je ne sais pas si j'ai bien noté. Peut-être que vous pouvez me corriger. Si j'ai bien noté la question. La question, c'était quelle est la possibilité d'être bancarisé et d'avoir du crédit? Non, il a posé la question pourquoi les gens ne sont pas bancarisés et il dit, une fois que vous aurez répondu à cela, et si tant est qu'ils étaient bancarisés, auraient-ils accédé au crédit? Voilà la question qu'il a posée.
Alors, je pense que même la réponse, on peut dire que se trouve dans la nature des banques. Les banques, même si vous êtes bancarisé, comme vous voyez qu'il y a ceux qui ont des comptes en banque, le pourcentage de détenteurs de comptes en banque est beaucoup inférieur aux ceux qui ont reçu le crédit dans le pays. Et les banques, ce sont des institutions riscophobes. Excusez-moi pour l'expression, c'est pas permis. Ce sont des banques, ce sont des institutions qui ont peur. Ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas le jury. Ce sont des institutions qui ont peur du risque. Et oui, c'est ça. Oui. Tout au long de cette recherche, de cette étude, j'ai voulu faire un panorama d'une population démunie, non éduquée et qui a tous les besoins financiers possibles pour sortir de la pauvreté. Très bien. C'est toute cette représentativité qui fait peur aux banques. Ces caractéristiques font peur aux banques. Même si ces gens étaient bancarisés, ils n'auraient pas de crédit parce que même aussi, j'ai mentionné ça dans mon étude, même ceux qui je vous arrête là, Monsieur Masson. Je voudrais entamer rapidement un deuxième tour rapide. 1 minute pour le rapporteur, le professeur Célimène, 1 minute pour l'encadreur, Dr Christophe, et après pour fermer, parce qu'il y a une autre soutenance. Pardon, Monsieur Masson, de vous avoir interrompu. Monsieur Célimène, vous avez la parole, Monsieur le professeur. Merci, Président. Alors, la réponse, c'est la notion de KYC, c'est-à-dire est-ce qu'on peut repérer les gens? Est-ce qu'il y a un cadastre qui permet de retrouver les gens qui sont bancarisés et qui réclament un crédit? Parce que pour être bancarisé, pourquoi les gens ne sont pas bancarisés? C'est tout simplement parce qu'on ne les repère pas. Ils n'ont pas d'adresse précise. On ne sait pas comment les repérer. Parce que pour être bancarisé, il faut une adresse. Il faut une adresse précise. Il faut qu'on puisse vous repérer. Il faut qu'on sache comment on va récupérer l'argent qu'on vous aurait emprunté, qu'on vous aurait prêté. Donc voilà un peu cette notion de KYC qu'il faut vraiment réfléchir quand on traite de mobile monnaie. Merci, Président. Merci, professeur Célimène. Docteur Providence, c'est à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que je vais faire très vite en disant à Masson, de toute façon, il a l'enregistrement, il aura l'enregistrement. Et bien entendu, il doit il doit prendre en compte toutes les remarques. Hein, et puis, je pense qu'il faut qu'il comprenne que, bon, à un moment donné, le travail déjà a beaucoup de valeur. Donc, les remarques n'enlèvent rien. C'est vraiment pour l'aider à vraiment améliorer pour finir son travail. Donc, je le félicite et j'espère qu'il ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, le président l'a si bien dit, à chaque fois, hein, on dirait que ça mérite d'être approfondi. Il y a tel autre aspect, donc ça s'appelle une thèse. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'invite Masson à bien comprendre hein, les propos des différents collègues hein, pour vraiment continuer à travailler, puisque c'est effectivement une thématique assez importante pour Haïti hein, et pourquoi pas pour lui-même de se positionner comme véritable référence dans ce domaine. Merci, Monsieur le Président. Absolument. Merci, professeur Christophe Providence. Monsieur Masson, je vais vous céder la parole. Je voulais attirer votre attention sur 2 éléments. Le premier élément, je crois que le seuil est à chercher dans l'éducation, pas nécessairement dans le revenu, mais plutôt dans l'éducation. Et je vous fais remarquer que revenu et éducation sont corrélés. Parce qu'ils sont corrélés, il y a des biais possibles d'agrégation de ce côté-là. Donc, il y a des choses que j'ai notées que je n'ai pas eu le temps de partager avec vous. Je serai disponible si tant est que l'encadreur fait le contact pour partager avec vous d'autres
aspects que j'ai vus, pour aller plus loin, pas pour ça. Et je voulais vous féliciter. Je vous cède la parole pour 30 secondes. C'est vos dernières paroles, M. Masson, et après, on termine la séance. C'est à vous, M. Masson. Merci beaucoup de m'avoir cédé la parole, cher jury. Je vous remercie tous de m'avoir permis de présenter ce travail aujourd'hui. J'ai beaucoup eu beaucoup de stress à réaliser ce travail et ce travail m'a pris du temps, de l'argent et aussi ça m'a permis de me discipliner, même si je n'ai pas réussi à tout faire. Comme le jury l'a bien remarqué, j'ai certaines libertés, il y a eu certaines libertés, mais ce n'était pas volontaire, c'était juste quelque chose que je voulais, c'est un travail que je voulais finir et à la va-vite. Et parce que le format, je devais respecter le format, ce n'était pas sur le format. Mes excuses, excusez-moi d'avoir pris ces libertés. Je remercie aussi Dr Providence parce que c'est un professeur vraiment strict. Travailler avec le Dr Providence, c'est quelque chose, c'est une expérience que je souhaite que tous ceux qui veulent devenir un professionnel ou un étudiant très discipliné de faire cette expérience-là. Merci pour vos points. Très bien. Le jury note néanmoins que vous avez beaucoup de talent, même si il y a des choses qu'on comprend. Merci encore d'avoir mis sur la table ce texte et je félicite votre encadreur et merci au professeur Selimane d'avoir siégé dans ce jury. Donc, on en a terminé ainsi. Merci à chacun de son attention. Monsieur Providence, le président du jury, le prochain jury, c'est le professeur Selimane, à qui je cède la parole tout de suite. Merci. Merci.